Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas l'habitude de parler de ces sujets, mais eu égard à la gravité des faits, je ne pouvais ne pas en parler. Le viol comme acte de guerre. En France, une jeune fille juive de 12 ans a été violée, violentée et menacée de mort par 3 adolescents de 12 et 13 ans. Le caractère antisémite a été retenu. Et je pose la question, à force d'avoir été banalisés par certains partis politiques en France, à force de ne pas les avoir considérés comme des actes de terrorisme, les crimes atroces du Hamas le 7 octobre dernier ne trouvent-ils pas leur réplique chez des jeunes et moins jeunes esprits embrigadés? Quand un viol, comme acte de guerre, devient un acte de résistance, les mots se traduisent justement par des actes. Ce n'est pas le journaliste qui parle, mais le père de famille. Je le répète, une jeune fille de 12 ans a été violée en France parce que juive. On peut commencer désormais notre édition spéciale de défense, comme chaque semaine avec vous, lieutenant-colonel de réserve Lico Friedler, merci. Vous venez de l'unité d'élite Égose. J'aimerais vous parler justement de la campagne de Rafah, de cette campagne militaire qui a lieu depuis plusieurs jours. Où en est-on de votre regard? Est-ce que vous estimez que Tsahal fait le travail? Je pense qu'il faut considérer la réalité avec les yeux bien ouverts. C'est bien joli de vouloir une solution miracle, mais c'est une guerre très dure que nous vivons contre un ennemi cruel. Comme vous avez évoqué le cas du viol en France, voilà les gens contre lesquels nous luttons ici et dans le monde entier. Quand on combat des terroristes, c'est pas une armée, c'est des gens qui sont cachés dans la population civile. On les retrouve là où ils ne devraient pas être, dans les écoles, dans les centres pour réfugiés, dans les hôpitaux. Et ça prend un peu plus de temps à cause de cela, parce que Tsahal se bat et essaie de combattre le terrorisme. C'est vrai que ça aurait été plus simple de lancer des bombes et de tout faire sauter, mais ça n'est pas possible malheureusement. Et nous ne sommes pas prêts à faire cela. Mais Tsahal est en train de l'emporter au niveau tactique. Chaque combat se termine par une victoire claire et nette. Malheureusement, à la guerre comme à la guerre, nous avons des blessés et des morts. La semaine dernière, on a tous allumé notre télévision et on a tous regardé nos téléphones avec 12 morts, 12 jeunes et moins jeunes d'ailleurs qui sont tombés. C'est quelque chose. Comment les soldats qui sont engagés dans le combat perçoivent ce type d'opération et ce type d'information, pardon? Il faut dire que ça n'est pas simple. Le poids qu'il y a sur les soldats, les conscrits comme les réservistes, est un poids énorme. C'est compliqué avec la catastrophe du blindé. Et moi, personnellement, je suis en contact direct avec le neveu du commandant et qui est tombé. Il a perdu des hommes, il a perdu des amis, il a perdu des proches, il a perdu un membre de sa famille. Et c'est le fils de la puéricultrice de mon fils à l'école maternelle. Et donc c'est une douleur terrible parce qu'on se connaît tous. Et malgré toute cette difficulté, eh bien, il faut évidemment prendre en considération. Et donc il faut trouver, malgré les réponses limitées qui sont données par le gouvernement et par l'État, mais les combattants savent qu'ils sont pour vaincre. C'est ça que nous devons faire. Et on peut régler des problèmes, il nous faut travailler dur, mais nous avons d'excellents combattants. Et nous avons toujours vu des combattants qui perdent des amis, des proches, des blessés, et pourtant ils ne se pensent pas même à arrêter. Nous nous battrons jusqu'au bout, tous les combattants le savent. On s'embrasse, on verse une larme et on continue à se battre jusqu'à la victoire. Et pour ça, mais pour avoir une victoire, il faut des ordres, clairs de guerre. Est-ce que c'est ce que vous percevez sur le terrain?
Il faut dire, d'abord, je ne connais pas la situation de manière générale. Elle est complexe. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau du gouvernement et dans d'autres domaines. Et aucun d'entre nous ne fait ceci en sachant tout. J'aurais aimé évidemment d'avoir des ordres plus simples. Lors de la guerre d'indépendance, eh bien, sur une feuille, il était écrit « il faut conquérir le Negev ». Et puis voilà. C'est là beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Et donc, c'est difficile de faciliter. C'est pas simple de simplifier des choses complexes. Quand vous dites au combattant, il faut lui dire « il faut vaincre et aller jusqu'au bout ». Et alors, il comprend parfaitement. C'est ce qui m'amène à la dernière question, Nico Friedler. C'est que est-ce que la guerre à Gaza va de pair automatiquement avec le front nord? C'est-à-dire, et je précise ma question, est-ce que la guerre de Gaza doit s'arrêter pour que la guerre dans le nord commence? Je pense qu'il faut comprendre que la réalité que nous avons vécue avant le 7 octobre a changé. Nous comprenons que notre ennemi veut nous détruire. Mais vraiment, si on a essayé de ne pas le voir et en se disant que par l'économie, on réussirait à régler des problèmes ou autre chose, eh bien non. Je pense que prochainement, nous devrons vivre l'arme au poing. Je souhaite la paix, mais je me prépare et je suis prêt à la guerre. Et la situation où les civils, les habitants de ce pays ne peuvent pas être chez eux depuis si longtemps est intolérable. Un organisme terroriste qui pense qu'il peut à nouveau attaquer, et nous réagissons seulement, ça n'est pas possible. L'armée, la Tzahal, les réservistes, les soldats savent très bien que s'ils doivent vaincre, ils vaincront. Les prix seront lourds à payer, mais je sais que j'ai beaucoup de membres de ma famille, de camarades qui sont tombés, qui ont été blessés. Je sais que je peux être touché. Nous avons plus de 4000 soldats qui servent sous les drapeaux sur tous les fronts. Eh bien, nous savons ce qu'il faut faire, nous savons le faire. On peut toujours s'entraîner davantage et faire mieux, mais on ne nous demande pas si ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. Non, ça ne nous plaît pas forcément, mais nous sommes prêts. Et nous sommes fiers d'avoir le privilège de pouvoir nous battre et en parallèle, nous nous lançons au combat. Ça fait quand même froid dans le dos. Merci, Nico Friedler, lieutenant-colonel de réserve, d'avoir été avec nous. Bien évidemment, bonne chance pour toutes les prochaines missions. À vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et cette semaine, je me suis rendu un petit peu plus tôt au point de passage de Kerem Shalom avec mon caméraman Rui Platzman pour voir la manière dont finalement l'aide humanitaire n'arrive pas dans la bande de Gaza. Pourquoi? Pas à cause de Tzahal, mais véritablement à cause des organisations humanitaires. Regardez. Derrière ce mur et cette porte en acier, le point de passage de Kerem Shalom. L'un des 6 points de passage ouverts pour le passage des biens humanitaires d'Israël vers la bande de Gaza. C'est ici que commence l'aide vers l'axe Salah ad-Din, ce que Tzahal définit comme la pause tactique, et non comme la fin de la guerre. On ne parle pas d'un cessez-le-feu, mais plus d'une pause tactique sur un tracé en particulier, depuis là où on se trouve, vers l'axe Salah ad-Din. Son objectif est de permettre aux ONG internationales de prendre ces tonnes de matériel qui sont là. Le défi ici est la distribution à l'intérieur de Gaza et c'est exactement le rôle de ces ONG, le rôle des Nations Unies de venir prendre cette aide dont nous autorisons l'accès et de la mener à la population de Gaza. Mais le vrai problème est que nous faisons face à une organisation terroriste qui vole cette aide humanitaire, qui vole ce que nous laissons entrer, qui la vole et la revend à des prix exorbitants, et ce dans le meilleur des cas, s'il la vend. Sinon, il la garde pour lui. À environ 8 km d'ici, de violents combats autour et à l'intérieur de Rafah, alors qu'on entend clairement les explosions d'artillerie en direction de la bande de Gaza. Ici, du côté israélien, le porte-parole de l'unité de coordination des opérations de Tzahal dans les territoires nous explique comment se déroule ce processus d'acheminement de l'aide sous la supervision d'Israël. À l'heure actuelle, cette aide est bloquée du côté de Gaza.
Cette aide humanitaire derrière moi vient de passer toutes les inspections sécuritaires ici à Kerem Shalom et attendent d'être transportée du côté gazaoui de la frontière. Malheureusement, cette distribution n'est pas réalisée comme il se doit. C'est là où le bas blesse, le fait que l'aide humanitaire n'est pas transportée là où elle devrait l'être, parce que ces organisations n'ont pas la capacité logistique et la main-d'œuvre nécessaire pour acheminer cette aide, et nous attendons d'elle des capacités plus larges pour amener cette aide. Et pour Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal, l'un des principaux problèmes est l'utilisation par le Hamas des complexes publics et humanitaires pour poursuivre les combats. Le Hamas exploite les organismes internationaux. Nous combattons le Hamas et nous allons démanteler le Hamas, et ce, malgré la complexité de la situation. Avec les organisations internationales, nous allons trouver des solutions pour s'assurer que la population de Gaza obtienne leur aide. Ici, du riz, derrière moi, des bananes, et puis des boîtes de conserve et même du café. Nous sommes dans le point de passage de Kerem Shalom, du côté israélien. Derrière moi, c'est le côté palestinien. Là-bas, 1400 camions attendent que les organisations internationales viennent véritablement prendre le matériel et l'amener vers les citoyens de Gaza. C'est exactement ce que nous a dit le département de l'administration civile dans les territoires et le porte-parole de l'armée israélienne qui confirme Tsahal est en guerre contre le Hamas et non contre les citoyens de Gaza. Et m'a rejoint sur ce plateau Amit Hassan, ancien cadre du Shabak, des services de sécurité intérieure. Bonsoir. Amit, un officiel israélien aurait dit sous couvert d'anonymat qu'il y a plusieurs dizaines d'otages en vie actuellement dans la bande de Gaza. Et la question que je vous pose, généralement on a l'habitude dans la guerre antiterroriste de voir des Palestiniens lorsqu'ils sont interrogés, qu'ils parlent, qu'ils donnent des informations. Là on a l'impression que rien ne filtre, que finalement il n'y a pas assez d'informations. Est-ce que c'est votre ressenti ou pas du tout? Vous dites au contraire? Écoutez, au fil de toute la période à Gaza, dans les combats, nous avons commencé les combats le 7 octobre avec un manque d'informations énorme. Avec ce qu'on appelle le renseignement humain, le HUMINT, c'est-à-dire des sources vivantes avec des sources de personnes qui travaillent avec nous sur le terrain. Et même pendant un interrogatoire. Si vous arrêtez un terroriste et que vous l'interrogez, cela vous rajoute du renseignement humain à jour. 2 points à propos des interrogatoires et des enquêtes. L'affaire tactique qui est utile dans l'interrogatoire de terroristes sur le terrain pour les forces combattantes. La deuxième chose importante pour les interrogatoires des membres de la Nourba, c'est où sont les otages. Et à ce propos, il nous faut nous souvenir que de l'autre côté, il y a une organisation qui n'est pas bête. Sinwar sait parfaitement que plus il a de membres de son organisation arrêtés et enfermés chez nous, les informations qu'ont les combattants peut transpirer dans les interrogatoires et mettre l'armée au courant. Et donc le Sinwar fait très attention de ne pas transmettre à qui n'est pas de droit tout ce qui concerne les renseignements sur les otages. C'est le secret le mieux gardé par Sinwar et le haut commandement. Tout cela, ce que vous dites, c'est très bien, sauf qu'on a l'habitude de voir et de connaître des anciens cadres du Hamas ou du djihad islamique, comme à l'époque, il y avait l'ingénieur Yahya Ayash, il y a eu Fathi Shkaki pour le djihad islamique. Ce n'étaient pas des imbéciles, c'était des terroristes, mais ce n'étaient pas des imbéciles. Qu'est-ce qui a changé dans la mentalité du Hamas qu'on ne connaît pas aujourd'hui en Israël? Rien n'a changé. La seule chose qui est différente, c'est peut-être par rapport aux autres terroristes, c'est que celui qui dirige tous les combats du point de vue des consciences et du point de vue de la réflexion, c'est une personne qui a vécu les interrogatoires en prison israélienne pendant des années. Nous savons exactement où était Sinwar, comment il a appris le côté israélien, comment il a appris la manière de penser et d'interroger des Israéliens. Donc face à une telle personne, il faut être beaucoup plus créatif dans le domaine des interrogatoires et obtenir des informations par d'autres moyens pour surmonter la planification de Sinwar à propos justement de ces renseignements. Est-ce que vous diriez, dans ce cas-là, je lis entre les lignes, qu'il faut appeler ou rappeler les anciens pour qu'ils reviennent à la charge, pour justement donner une ligne de conduite au Shabak? Ou alors vous faites confiance à la jeune génération?
Écoutez, nous savons qu'il y a des informations. Je ne peux pas, dans ce studio, savoir exactement quelle information à jour nous avons sur les otages. Et souvenons-nous qu'il y a des informations. Le Shabak travaille de manière très précise, les unités du renseignement travaillent de manière très précise sur les informations pour la localisation des otages. Mais c'est une affaire très très sensible et j'estime que Tsahal et le Shabak ne feront pas participer et ne nous racontera pas facilement ce qu'ils ont comme information. Donc peut-être nous, en studio, nous n'avons pas toutes les informations, mais cette incertitude n'existe pas sur le terrain. La seule chose importante à prendre en considération sur la libération des otages, c'est que même s'il y a des renseignements et des renseignements concrets sur la localisation des otages, eh bien une opération de libération d'otages, ce que nous avons vu il y a peu, c'est quelque chose de très très compliqué. Généralement, on parle de concentration de population où se trouvent aussi les terroristes, bien sûr, mais des terroristes qui gardent les otages dans la population civile et ils savent que nous les cherchons et ils savent qu'ils doivent faire très attention à eux. Et donc, une telle opération peut mettre en danger tant les otages que la vie de nos soldats. Donc, c'est pas des choses dont on parle ouvertement. Je suis obligé de vous poser la question, parce qu'au contact de plusieurs officiers avec qui je parle, ils me disent que le 7 octobre, en Judée-Samarie, c'est demain. C'est pas après-demain, c'est demain. Vous leur répondez pas, vous leur dites quoi? Est-ce qu'ils ont raison? Je réponds que le Hamas contrôle la conscience palestinienne en Judée, en Samarie, exactement comme c'est le cas à Gaza. L'autorité palestinienne n'a pas le contrôle de la Judée et la Samarie au niveau des consciences palestiniennes. Et selon les sondages, plus de 80% des Palestiniens sont en faveur du Hamas et justifient l'action du Hamas à Gaza. La seule question est de savoir leur capacité et pas leur volonté qui existe, nous le savons. Et ce qui est de leur capacité, elle est réduite et donc nous devons prendre en compte que Tsahal doit agir sur le terrain, sur leur terrain, sans attendre qu'ils s'organisent pour lancer une attaque contre nous. Donc rapidement, c'est de passer de la doctrine de défense à la doctrine d'attaque. C'est ce que vous dites? Mais oui, en fait, au micro-niveau, prendre deux lieux qui sont dans les titres, à savoir Jenin et Ganer, de l'autre côté de la barrière, Otul Karem et Batrefer, de l'autre côté de la barrière, ce sont des actions qui se font tout près l'un de l'autre, et donc la proximité de ces localités aux localités palestiniennes, de l'autre côté vraiment de la frontière, nous ne pourrons pas nous concentrer seulement sur la défensive et sur la barrière. Ça, on a l'expérience technologique, c'est pas la question. Et l'expérience a été mauvaise le 7 octobre. L'armée doit passer à l'initiative et agir sur le terrain. Et nous voyons qu'ils travaillent dans le camp de Nour Hacham Satul Karem, dans le camp de réfugiés à Jenin, des actions très agressives. Et pourtant encore, cela ne suffit pas, à mon avis. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question. Est-ce qu'il ne faut pas que les anciens soient plus entendus, peut-être, plutôt que la jeune génération? Merci, Amit Assa, ancien cadre du Shabak, des renseignements intérieurs. Alors, quand on parle de Gaza, du Liban, des territoires, il y a aussi un problème géostratégique et Israël et les États-Unis n'arrivent pas à être sur la même longueur d'onde concernant notamment la question du Liban et la livraison d'armes pour Rafah. Regardez, Chani Guidalia. À l'ombre des tensions dans le nord, les États-Unis continuent d'agir pour empêcher une guerre totale entre Israël et le Hezbollah. L'émissaire américain Amos Hochstein, à Beyrouth ces derniers jours, est arrivé ce mardi en Israël où il a rencontré Benyamin Netanyahou. Dès son arrivée, il a souligné qu'il était urgent de résoudre ce conflit de façon diplomatique. La situation à la frontière est extrêmement dangereuse après l'escalade de ces dernières semaines. Les États-Unis tentent d'éviter une guerre plus importante entre Israël et le Hezbollah. Cette visite entre Amos Hochstein et Benyamin Netanyahou intervient quelques jours après les déclarations d'Anthony Blinken sur le sujet. Pour le secrétaire d'État américain, un cessez-le-feu à Gaza est le meilleur moyen de mettre fin aux violences entre Israël et le Hezbollah. C'est dans ce contexte que Benyamin Netanyahou a publié une vidéo ce mardi. Un message dans lequel il accuse la Maison-Blanche de retenir l'aide militaire prévue pour Israël. Lorsque le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était récemment ici en Israël, nous avons eu une conversation franche. J'ai dit que j'appréciais profondément le soutien que les États-Unis avaient apporté à Israël depuis le début de la guerre. Et j'ai aussi dit qu'il était inconcevable qu'au cours des derniers mois,
L'administration a refusé des armes et des munitions à Israël. Israël, l'allié le plus proche de l'Amérique, lutte pour sa vie, lutte contre l'Iran et nos autres ennemis communs. Anthony Blinken m'a assuré que l'administration travaillait jour et nuit pour éliminer ces goulots d'étranglement. J'espère que c'est le cas. Cela devrait être le cas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill a dit aux États-Unis « Donnez-nous les outils, nous ferons le travail ». Et je dis aujourd'hui, donnez-nous les outils et nous terminerons le travail beaucoup plus rapidement. L'administration américaine se dit furieuse de cette vidéo, l'une des critiques publiques les plus sévères à l'écart de l'administration Biden depuis le début de la guerre. En effet, Joe Biden a retardé la livraison de certaines armes lourdes à Israël. Cependant, Anthony Blinken a déclaré que ces bombes étaient les seules armes suspendues. Une ligne rouge donc pour la Maison-Blanche, qui a décidé en réponse d'annuler une réunion de haut niveau entre les États-Unis et Israël. Cette réunion prévue jeudi était censée traiter de diverses questions, au premier rang desquelles l'Iran et la situation dans le Nord. Sur ce sujet, Jacques lieutenant-colonel Jonathan Conricus, merci de répondre à nos questions. Jonathan, première question finalement, est-ce que la diplomatie, la géostratégie américaine dans la région n'a pas montré ses limites ? Shalom Mathias, Toda. Shalom Mathias, merci, heureux de participer. Je pense que dernièrement, il y a beaucoup de tensions et de différends entre la nécessité opérationnelle et de guerre israélienne et ce qui transparaît dans la presse et dans les dialogues officiels ouverts entre Israël et les États-Unis. Ce qui m'inquiète, c'est moins la stratégie américaine et moins la stratégie israélienne, si elle existe, mais davantage la manière de communiquer des partis et le fait que tout, pratiquement tout, ou beaucoup, ou trop, à mon avis en tout cas, se trouve ouvert aux yeux de tous et surtout aux yeux de nos ennemis. Tant les ennemis que ceux qui pourraient potentiellement être des soutiens pour nous à l'avenir, malheureusement, voient ces différends entre Israël et les États-Unis et réfléchissent à ce qu'ils feront à l'avenir en conséquence. Et c'est un problème stratégique qu'il faudrait régler derrière des portes closes. Alors je reprends votre phrase parce qu'elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Vous dites « si Israël a une stratégie ». Donc pour vous, en fait, Israël voit au jour le jour et pas sur le long terme. Disons que je dirais la chose suivante. Je pense qu'Israël a beaucoup de résultats militaires, tactiques sur le terrain, opérationnels, et certainement face au Hamas, et dans une certaine mesure face au Hezbollah. Et des capacités aussi face aux Iraniens, des capacités dont Israël a fait la preuve, y compris au mois de mars. Le problème ou l'écart, à mes yeux, ou selon ce que je comprends, c'est le manque de stratégie claire et d'intention, de direction stratégique pour savoir ce que nous allons faire avec nos ennemis principaux. Quelle est la stratégie israélienne contre la menace iranienne? Quel est le point de vue généraliste sur les menaces que fait peser l'Iran sur Israël, que ce soit par son programme nucléaire ou par son soutien aux organisations terroristes autour de nous? Deux choses sans lesquelles, si on ne les traite pas nous-mêmes, eh bien, nous continuerons à en souffrir. Et moi, aujourd'hui, je ne vois pas ou ne comprends pas qu'il y ait une stratégie israélienne qui s'occupe de cette question. Alors, je vais plus loin dans la question. Est-ce que ce n'est pas une question, justement, de livraison d'armes plutôt que de stratégie? Est-ce que véritablement Israël a les armes nécessaires pour aller sur les deux fronts en même temps et pour voir loin, justement, pour avoir une stratégie à long terme? Disons que ce n'est pas un sujet qui est simple. Toute décision de ce type doit être prise avec beaucoup de réflexion, comprenant bien que nous avons ici des menaces extrêmement sérieuses, des menaces contre l'arrière israélien, les populations civiles et une menace existentielle de l'État d'Israël. Donc aucune décision n'est simple à prendre. Mais moi je pense qu'Israël a les capacités, je pense que nous avons la main-d'œuvre, les soldats, les gens nécessaires, déterminés et les plus déterminés au Proche-Orient et peut-être même dans le monde entier. Mais ce qui m'intéresse,
l'intérêt, c'est le Proche-Orient. Et je pense que nous avons fait la preuve dans le passé déjà, dans d'autres guerres de l'État d'Israël, avec moins d'armement et moins de technologie et moins de moyens et moins de soutien des puissances, nous avons fait la preuve que nous pouvons nous mesurer à des défis énormes et les emporter pour faire le bien de l'État d'Israël et du peuple d'Israël. La question est une question de volonté, de force politique, de leadership et de stratégie et de directive à donner aux forces sur le terrain. Ouais, je vais plus loin encore une fois dans ma question. Vous dites que c'est par la ruse que tu mèneras la guerre. C'est l'une des phrases du judaïsme. C'est propre aux unités d'élite. Mais est-ce que véritablement et Américains et Israéliens sont prêts à mener cette guerre par la ruse? Je pense que jusqu'à présent, Israël a fait beaucoup de ruses face à l'Iran. L'Iran est très rusé face à nous et ces ruses iraniennes jusqu'à présent réussissent mieux que les nôtres. La stratégie iranienne amène au fait que l'État d'Israël est encerclé par des organisations terroristes iraniennes qui nous menacent. Et l'existence du Hamas, du Hezbollah, du djihad islamique et d'autres organisations terroristes en Judée et Samarie qui sont financées par les Iraniens, et nous ne savons pas ce qui va se passer non plus en Jordanie, peut-être que là-bas il y aura aussi des organisations terroristes, tout cela est organisé par l'Iran. Les ruses iraniennes donc donnent des résultats formidables pour la stratégie iranienne qui est de nous encercler de terroristes et de préserver l'État d'Israël avec tous ses habitants, son économie, dans une situation de guerre permanente. Notre objectif, c'est de sortir de ce cercle-là. Et pour ce faire, il faut utiliser la ruse, bien entendu. Il faut bien entendu faire tourner bourrique notre ennemi. Mais pour ce faire, il faut être efficace avec le moins de victimes possibles de notre côté et un maximum d'atteintes pour vaincre l'autre côté, l'ennemi. Donc une initiative offensive audacieuse, rusée, une approche qui laisse l'ennemi constamment en attente, se demandant qu'est-ce que vont faire les Israéliens, d'où viendra la surprise, est-ce que les Israéliens, les malins et rusés Israéliens vont réussir à faire? Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit la situation aujourd'hui, et je ne suis pas sûr non plus que les Iraniens soient occupés à 70, 80 ou 90% du temps à empêcher des attaques de notre part. Et à mon avis, ils ont beaucoup trop de temps libre et d'énergie libre et de liberté de prévoir une attaque contre l'État d'Israël. Et je pense que cet équilibre devrait être inversé. C'est eux qui devraient être en alerte et dissuadés à cause de nos capacités de leur porter atteinte. Et l'État d'Israël, sans arriver à une guerre généralisée, ce qui n'est pas de notre intérêt, Israël a toute une boîte à outils qui pourrait et devrait utiliser, à mon avis, à condition qu'il s'agisse d'une stratégie beaucoup plus large, parlant de diplomatie, d'économie, de politique, de juridique, et dès le départ, au départ, des mesures militaires qui feraient comprendre aux Iraniens que le prix que nous leur ferons payer pour cette stratégie sera tel que cela ne vaudra pas pour eux la peine de continuer à faire ce qu'ils font contre nous. Merci. Stratège Jonathan Conricus, membre chercheur des FDD aujourd'hui, ancien porte-parole international de l'armée israélienne et lieutenant-colonel de réserve. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Merci. Alors, puisqu'on parlait de la ruse c'est aussi le nouveau champ de guerre et celui des drones. Regardez ce sujet adapté par Eric Fendler, la guerre des drones entre Israël et le Hezbollah. Le Hezbollah a décelé une faiblesse de la défense israélienne et mène des attaques multiples aux drones suicides qui, jour après jour, réussissent malgré tout à passer certaines fois les barrages de l'armée de l'air. Leur grande majorité a été détruite en vol, mais lorsqu'ils arrivent à passer les barrages, leurs dégâts sont dévastateurs. Pour les détruire en vol, 3 éléments: repérage, recherche et visuel avant destruction. La plus grande difficulté face au danger des drones suicides est de les repérer. Sans les avoir repérés, on ne peut pas les détruire et on se rend compte de leur présence seulement lorsqu'ils touchent leur cible. C'est la raison pour laquelle Tsahal a dernièrement mis en place des dizaines de radars afin de couvrir une zone très étendue et tout engin volant est détruit par Tsahal. La deuxième phase est la possibilité technique de suivre un drone de petite taille et qu'il est très facile de perdre de vue, d'autant qu'ils volent à basse altitude et peuvent se confondre avec le relief du terrain. Il faut enfin être sûr qu'il ne s'agisse pas d'un drone de l'armée de l'air israélienne qui évolue aussi dans la zone, entre et sorte de l'espace aérien libanais.
Depuis peu, on peut les abattre et très souvent, il n'y a que quelques dizaines de secondes pour réagir, volant très bas et sur une très courte distance pour compliquer la tâche de Tsahal. Pour contrer cette menace, Israël n'a pas que des batteries du dôme de fer, mais des patrouilles aériennes scrutent l'horizon avec des chasseurs et des hélicoptères de combat, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'armée israélienne se sert aussi de ses propres drones pour repérer les appareils ennemis avant de les détruire en vol immédiatement. Les hélicoptères, les avions de combat et les avions sans pilote peuvent servir contre ces incursions dans notre espace aérien en leur donnant l'ordre, tout simplement. Le Hezbollah essaye, lui, de toucher plus particulièrement 2 cibles prépondérantes. La première, les cibles militaires, ainsi que de tuer des soldats israéliens en réponse aux nombreux terroristes tués par Tsahal au Liban et les rampes de lancement du dôme de fer pour frapper le fer de lance de Tsahal. En réaction, l'armée israélienne repositionne ses batteries antimissiles assez souvent. Les services de renseignement israéliens surveillent de près les évolutions techniques du matériel du Hezbollah, mais aussi du Hamas, ou dans les cieux syriens ou yéménites, où les avions sans pilotes iraniens évoluent. Dans un proche avenir, ces nouvelles armes devraient faire leurs apparitions sur le champ de bataille, comme ce canon Vulcan, pouvant abattre des drones, ou encore le système de défense par rayon laser, qui en est à ses dernières mises au point. 2, 1. Target launched. L'armée israélienne mène une guerre de défense de son espace aérien à 360 degrés, aussi bien contre des avions sans pilote, des missiles et des roquettes de toute taille qui sont tirées contre l'État hébreu. C'est aussi une course de vitesse. Et ces menaces ne sont pas présentes seulement le long de la frontière, mais aussi beaucoup plus profondément dans les terres ennemies. Voici l'exemple de l'attaque et de la destruction dans la ville de Homs d'une colonne de ravitaillement transportant des armes de dernière technologie iranienne de la Syrie jusqu'au Liban. Autre exemple ici avec l'attaque de la plus grande usine d'assemblement de drones sur le sol libanais, à Baalbek, l'un des bastions du Hezbollah. À cela, il faut ajouter les nombreuses éliminations ciblées de gradés du mouvement terroriste comme ici à Tyr, il y a 2 semaines. Je veux vous montrer ici des images inédites d'un aéroport servant à des fins terroristes que l'Iran construit à Khala Djabour, au sud de la Beka, au sud Liban. Cet endroit n'est qu'à 20 km de Metula. Ces dernières semaines, le Hezbollah a intensifié ses tirs en réaction à l'intensité des attaques de Tsahal contre lui. La milice chiite a eu de lourdes pertes à tous les niveaux de son organisation, infrastructures, officiers et leaders politiques ou militaires. C'est pour cela que les hommes de Nasrallah essayent de répondre de manière douloureuse pour ralentir les attaques de l'État hébreu. Mais pour l'instant sans succès, ce qui explique l'intensité des attaques de ces derniers jours. Vincent Cheba, bonjour, chercheur à NGO Monitor. Je viens à vous dans un instant. D'abord, les faits avec vous, Shani Guidalia. Merci d'être avec nous sur qui est derrière ce boycott des entreprises israéliennes à l'Eurosatory. Alors écoutez Mathias, déjà il faut revenir un petit peu sur les faits. On sait qu'en fin mai, le gouvernement français a interdit la présence de 74 entreprises israéliennes d'exposer à Eurosatory. Le motif, c'est que les conditions ne sont plus réunies, puisqu'au même moment il y a l'opération Arafat et donc l'opération condamnée par Paris. Sauf qu'il y a plusieurs ONG pro-palestiniennes qui ont estimé que cette décision n'était pas suffisante. Donc elles ont attaqué la société COGES, organisatrice de l'événement. Elle demande que les portes du salon soient closes pour toutes les entreprises israéliennes et tous les représentants ou alors qui peuvent leur servir d'intermédiaires. Maintenant, qui sont ces ONG ? Alors la première, c'est Action Sécurité Éthique Républicaine, donc ACER, qui milite pour la régulation internationale des ventes d'armes. Jusque-là, pas de problème. Il y a également Stop Fooling War, qui est opposé à toutes les ventes d'armes. Pas de souci. Les 2 autres qui ont attiré mon attention, c'est tout d'abord AFPS, Association
l'association France-Palestine Solidarité et ensuite Al-Haq qui est en intervention volontaire à l'assignation. Pourquoi c'est intéressant? Déjà parce que AFPS, il faut savoir qu'au mois de mai, cette organisation a appelé la France et l'Union européenne à soutenir l'action de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, donc contre Israël, à soutenir aussi les actions de la CPI contre Israël et afin de, je cite, stopper le génocide et le nettoyage ethnique du peuple palestinien. Est-ce qu'on a plus d'informations justement sur toutes ces ONG, sur leur mode de fonctionnement, sur quel dossier elles travaillent? Alors, c'est justement l'ONG Al-Haq qui est un peu plus intéressante, c'est à peu près dans le même registre. Elle fait partie des organisations palestiniennes qui ont poussé les États à agir devant la Cour internationale de justice pour la répression des crimes de génocide. Mais il faut savoir qu'en 2021, cette ONG, elle a été considérée, elle a été accusée, a été déclarée comme terroriste par Benny Gantz, puisqu'elle est accusée de travailler pour le compte du FPLP, qui, on le rappelle, est une organisation terroriste, et d'avoir même détourné des fonds européens pour le compte du FPLP. Il faut aussi noter qu'en 2018, Al-Haq et B'Tselem ont reçu ensemble, je cite, le prix des droits de l'homme de la République française. Donc ça veut tout dire. Maintenant, il faut savoir qu'elles ont donc demandé, elles ont attaqué la COGES et la décision du tribunal de Bobigny, eh bien, c'est qu'il n'y a aucun représentant d'Israël qui est autorisé à entrer et que l'interdiction, l'ordonnance qui cite l'interdiction doit être affichée à l'entrée. Sauf que depuis, elle a été déboutée. Sauf que depuis, elle a été interdite ou déboutée. Voilà, ou interdite, démontée. D'ailleurs, tout s'est passé, tous les recours, tous les appels et toutes les décisions se sont déroulés hier. Hier matin, il y a la décision qui a été annulée, enfin, comme quoi le boycott des entreprises a été soulevé. Donc, les exposants israéliens ont le droit de se rendre au salon Eurosatori. Et puis hier soir, autre décision. Le tribunal de Bobigny, la décision a été complètement annulée et les ONG pro-palestiniennes, voire même anti-israéliennes, sont obligées de payer les frais de justice de la COGES. Donc victoire pour Israël, certes, mais une victoire symbolique, puisque on le rappelle que le salon se termine vendredi, donc 2 jours seulement pour ouvrir le pavillon israélien, exposer ces missions quasi impossibles. Merci Chani pour ces détails. Alors je me tourne justement vers l'expert. Vincent, est-ce que d'abord vous n'êtes pas surpris qu'on retrouve encore une fois Al-Haq et toutes ces ONG? Aucunement. Al-Haq, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'ils sont donc actifs dans ce qu'on appelle le lawfare, c'est-à-dire faire des procès contre Israël à l'étranger pour essayer justement d'empêcher les armes d'arriver vers Israël, ou alors faire des procès contre Airbnb ou contre différentes entreprises donc, qui sont actives, présentes en Israël. C'est eux aussi derrière? C'est eux aussi, toujours. C'est toujours les mêmes. C'est toujours cette ONG qui est derrière tous ces procès, encore une fois, dans le but donc de boycotter Israël, que des entreprises se désinvestissent et qu'elles soient sanctionnées. Donc le but, in fine, c'est d'isoler Israël sur la scène internationale. Et cette ONG, elle existe depuis 1985, je crois, et depuis, c'est ce qu'elle fait en permanence. Donc effectivement, je ne suis pas étonné qu'elle soit derrière cette saisine en France. Il faut savoir aussi que Al-Haq est derrière 5 autres saisines dans différents pays, aujourd'hui aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, au Danemark. Et encore une fois, c'est pour, par exemple, dans le cas états-unien, de porter plainte contre Joe Biden en disant qu'il est donc il coopère à une sorte de génocide en soutenant Israël. En Allemagne, ils veulent que l'Allemagne cesse donc son fournissement d'armes à Israël, etc. Donc encore une fois, le but c'est d'isoler Israël et en définitive de démanteler Israël, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Al-Haq, ce n'est pas qu'une ONG qui est anti-Israël, c'est une ONG qui est anti-sioniste et qui le répète au fur et à mesure donc de ces rapports, qu'elle veut démanteler Israël. Aussi, en préparant cette émission, vous m'avez dit qu'elle fait partie aussi de ce complexe qui est l'association des défenseurs. La Fédération internationale pour les droits humains. Donc c'est une. Oui, mais qui est reçue chez Emmanuel Macron. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les mêmes ONG qui défendent l'antisionisme, qui boycottent Israël, sont reçues chez Emmanuel Macron. Tout à fait. Alors en fait, Al-Haq, c'est une organisation qui est membre du bureau exécutif donc de la Fédération
Fédération internationale pour les droits humains, qui est une organisation internationale basée à Paris, qui a été fondée en 1922 par la Ligue des droits de l'homme française, mais aussi des Ligues des droits de l'homme en Allemagne et en Belgique. Donc c'est la plus vieille ONG internationale au monde. Et donc Shawan Jabarin, qui est le directeur d'Al-Haq, qui est un homme comme Salah Khamouri, qui a été condamné par la justice israélienne pour son implication dans le terrorisme du FPLP, a été reçu dans le cadre donc du centenaire de la FIDH, donc la Fédération internationale pour les droits humains, par Emmanuel Macron en 2022. On le voit donc avec Emmanuel Macron et les autres directeurs ou vice-présidents donc de cette grande ONG internationale. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un homme qui est proche du FPLP, qu'on a retrouvé même encore il y a 1 an ou 2 dans différents événements organisés par le FP lui-même, qui est, on va dire, en quelque sorte infiltré dans une grande ONG internationale et qui pousse, on va dire, au boycott d'Israël et à l'isolement d'Israël sur la scène internationale. Mais ça, le président français ne le sait pas ? Ou il n'a pas été prévenu? Parce que vous dites que vous m'avez prévenu aussi qu'un autre responsable de cette fédération a rencontré par exemple les Hayassinoirs dans le passé au cours des dernières années. Tout à fait, effectivement. Il y a une autre organisation palestinienne qui est aussi très impliquée dans le Lofer qui s'appelle Al-Mezan. Et effectivement, en 2017, on voit donc le directeur d'Al-Mezan, qui était d'ailleurs aussi à la Haye il y a quelques mois en arrière, pour conseiller la délégation sud-africaine, qui avait rencontré en 2017 donc Yahya Sinwar et qui avait parlé avec lui à ses côtés lors d'un panel. Donc ça prouve qu'il y a quand même des liens très forts entre certaines ONG certaines ONG palestiniennes et des organisations terroristes comme le Hamas par exemple. Et ça, ni le Quai d'Orsay, ni l'Elysée, visiblement, soit ils ne font fi de ne pas l'être, soit ils ne le savent pas du tout. Ils le savent. Ils le savent, par exemple, comme vous le disiez tout à l'heure au début du reportage, en 2018, Al-Haq avait reçu donc le prix des droits de l'homme de la République française. Il y avait eu donc un scandale autour de cette nomination et la ministre de la Justice de l'époque, qui est censée donc remettre le prix des droits de l'homme, avait donc été remplacée par, on va dire, une personne plus subalterne au sein du ministère de la Justice à cause des pressions donc vis-à-vis de ces histoires. Est-ce qu'on peut quantifier, mesurer le degré de pénétration de ces ONG pro-palestiniennes au sein des pouvoirs publics français aujourd'hui? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, Shawan Jabarin, donc le directeur de Al-Haq, je crois que c'était en 2015, avait rencontré donc le président de la CNCDH en France, justement pour lui demander d'abolir donc la directive Al-Omari concernant le BDS. Donc c'est quelqu'un qui a rencontré une des personnes les plus importantes en ce qui concerne la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, en demandant donc l'annulation de la directive Al-Omari. Encore une fois, je vous l'ai dit, il a rencontré donc Emmanuel Macron il y a 2 ans en arrière. C'est quelqu'un qui a les portes ouvertes un peu partout en France et en Europe en général, et c'est vrai qu'il y a une certaine influence. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai commencé mon émission en disant que finalement, le fait que certains partis politiques banalisent en France les attaques du 7 octobre comme étant des actes de résistance et pas des actes de terreur, finalement banalise le viol, par exemple, comme acte de guerre, ce dont j'ai parlé avec cette fillette de 12 ans qui a été violée. Est-ce que là, on n'est pas en train de toucher le cœur du sujet? Est-ce que ces proches du FPLP, qui était une organisation reconnue comme terroriste, ne sont pas en train de banaliser le terrorisme en France? Tout à fait. Je dirais, on a publié plusieurs rapports donc à NGO Monitor ces derniers mois justement sur les réactions des ONG palestiniennes à la suite du 7 octobre, et certaines d'entre elles, dans le meilleur des cas, ont contextualisé donc l'attaque du 7 octobre. Dans les pires des cas, ont donc glorifié les attaques du 7 octobre et ont même, pour beaucoup, nié l'existence donc des crimes sexuels. Et certaines ONG féministes qui reçoivent des fonds européens. Merci Vincent Cheba. Toujours un plaisir de vous recevoir, parce qu'on voit plus clair, en tout cas, la manière dont ça se passe et surtout vos recherches. Je rappelle, vous êtes chercheur au NGO Monitor, et grâce à votre travail d'ailleurs, l'une des organisations récemment humanitaires a pu voir ses fonds gelés. Et des fonds qui étaient versés justement par la France. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Mathias. J'ai pu, il y a quelques jours de cela, m'entretenir avec une veuve, Hannah Cohen, dont le mari, Uriel, a été tué au combat à Gaza. C'était exactement, justement, il y a 6 mois. Depuis, elle se bat non seulement pour dire qui était son mari, et surtout montrer, finalement, qu'après la mort des maris, des fils, des enfants, des personnes de la famille, eh bien, il reste le vide. Et c'est la raison pour laquelle elle a voulu nous parler. Regardez.
Et je me trouve avec Hana Cohen chez elle, veuve d'Auriel Cohen, qui est tombée à Gaza il y a bientôt 6 mois. D'abord, première question, est-ce que ça vous gêne que je vous présente comme Hana Cohen, la veuve d'Auriel Cohen? Non, mais d'abord je suis la femme d'Auriel Cohen. Et la veuve, c'est mon nouveau statut. Alors... Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord qui est, et je parle volontairement au présent, qui est Auriel? Alors Auriel, d'abord, c'est un homme qui donnait à tout le monde. Il aidait à tout le monde, aux copains, à la famille. Ça, c'est la... Allez-y. C'est la plus grande... Qualité. La plus grande qualité d'Auriel. Qu'on voyait, qui vraiment, il se donnait de lui-même à tout le monde sans arrêt. Vous m'avez raconté juste avant de commencer cette interview qu'il était volontaire, même pour la mission qu'il a tuée. Oui, il ne devait pas, dans cette mission, le 19 décembre, d'abord Auriel, il était chef. Il était commandant. Mais dans cette mission, il y avait un plus haut commandant qui devait s'asseoir devant. Et il a demandé à Auriel s'il veut s'asseoir devant à sa place pour lui donner l'honneur d'être le premier et de diriger 25 soldats de sa plouga. Et Auriel a dit oui, bien sûr. D'abord, Auriel ne savait pas dire non à personne. Et je le savais. Même à sa femme, il ne savait pas dire non? Même à sa femme. D'accord. Surtout à sa femme. D'accord. Et il a redemandé pendant 2 ou 3 fois, tu es sûr que tu vas être devant parce que c'est un peu compliqué, tu dois être sur le cacher, l'appareil de communication. L'appareil de communication, sur le niveau. Sur le guidage. Le guidage. Il a dit oui, bêtard, bien sûr, je veux être devant. Même un copain à eux dans la Messima, avant la mission, il est allé chez le Mempei, le commandant de bataillon. Il lui a dit pourquoi Auriel il doit s'asseoir devant si toi tu es dans la mission? Alors il a dit parce que je veux donner l'honneur à Auriel et je pense qu'Auriel il peut faire ça. Et oui, il s'est assis, il a pris une balle, ils ont tiré 80 balles. Il a tiré le soldat 80 balles. Le terroriste? C'était pas un terroriste, c'était un soldat à nous qui a... Il était avant dans... Il a combattu... Il a combattu les terroristes quelques heures avant. Et il était traumatisé. Et il les a vus, mais c'était tout dans l'obscurité. Il n'y a pas des lumières dans les amers. Ils étaient dans des amers. Dans des camions transporteurs. Voilà, et il a tiré 80 balles et sur 50 soldats, il était 50-60 soldats. Et Auriel, il a reçu une balle juste au-dessus de sa casta. De son casque. Voilà, de son casque. Il est mort en 2 secondes. Ils n'ont même pas entendu Auriel. Il est tombé dans 2 secondes. Il n'a pas souffert? Non, il n'a pas souffert. Vous vous souvenez où vous étiez au moment où vous avez appris la nouvelle? Oui, j'étais là à la maison. J'ai allaité ma fille, il était 2h du matin. On m'a tapé à la porte et ma mère, elle dormait à la maison. Ce soir-là, elle me disait qui tape à la porte à 2h du matin chez toi? Alors je dis je sais pas. Et mon cœur il battait, j'ai couru à la porte. Et ma mère elle demande c'est qui à la porte? Et il dit c'est Tsahal. Et tu ouvres la porte, tu vois 3 officiers de l'armée. Et la terre, elle s'écroule. Ça veut dire le monde, il s'écroule sur toi. Quand est-ce que la dernière fois tu as eu la chance de parler à Auriel? 2 heures avant qu'il est mort. Il est mort. Il était tué le 11h30 du soir. Et 9h30 du soir, on s'écrit sur WhatsApp. Il m'a dit qu'il va rentrer dans la mission. La nuit d'avant, il était chez nous à la maison. Et il y avait on a fêté l'anniversaire à sa mère, alors il y avait les frères et sœurs ici. Et moi, c'était très important pour moi qu'ils viennent. J'étais pas bien. Je voulais qu'il est venu tard, à 7h du soir, 8h du soir, et il est rentré chez ma fille, qu'elle dormait, Shir, qu'elle a presque 3 ans. Et il lui a dit bonne nuit Shir, papa il t'aime, au revoir.
au revoir Shir. Et moi je lui ai dit, pourquoi tu dis au revoir à Shir? Tu dis pas au revoir à ma fille, à ta fille? Alors il m'a dit, je sais pas, je lui ai dit au revoir. Alors je lui ai dit, fais attention, tu dis pas au revoir à ma fille. Et après je lui ai demandé, tout va aller bien, n'est-ce pas? Tu vas rentrer en vie, on va être ensemble, en famille. Et il m'a dit, oui, tout va aller bien, mais si quelque chose se passe, ça se passe, c'est comme ça. Alors je lui ai demandé, si ça se passe, qu'est-ce que je fais? Alors il m'a dit, je veux pas en parler. Hana, est-ce que on voit et tu parles que dans les termes positifs de ton mari? Quand tu le regardes, tu lui dis qu'il est beau, tu me l'as dit, il est beau, c'est un bel homme. Est-ce que tu lui parles? Est-ce que ça t'arrive de te lever la nuit et de lui parler? C'est un très bel homme, je l'aime beaucoup, mais je suis très en colère vers lui. Parce que je sens qu'il ne m'a pas écouté. Moi, je voulais qu'il sorte de là-bas, qu'il va dans un autre tafkid. Dans une autre fonction militaire. Voilà. Il m'a dit non, il a dit qu'il y a des choses qui ne se conseillent pas avec moi, que lui, il a la décision. Il ne m'a pas écouté. Il était allé devant, il ne devait pas aller devant. Et je suis très en colère parce que là, on est seul sans lui. À cause du pays, j'aime beaucoup, beaucoup mon pays, maintenant encore plus. Mais il nous a mis après le pays. Et c'est très, très dur pour moi. Le fait qu'il ait été tué par un soldat et pas par un terroriste? D'abord, c'est très dur. Quand on m'a raconté ça, j'ai dit, je suis mieux avec moi que je sais que c'est pas un terroriste qui l'a tué. Ah oui. Mais après, quand les jours passent, les semaines passent, tu comprends que c'était une erreur. Et moi, je suis une personne qui aime la shlita. J'aime contrôler tout. Et c'est très très dur pour moi que là, je pouvais rien contrôler. Ça veut dire, c'est un soldat, il est marié, il a des enfants, il a plus que 40 ans. Il était volontaire dans l'armée. Il ne devait pas être là-bas à Gaza. Il était quand même, ça veut dire c'est un soldat qui voulait être là-bas pour moi. Et risquer sa vie pour moi, mais quand même, il a fait une erreur. Parce qu'il était traumatisé. Et je sais que c'est le Hamas. C'est la faute du Hamas. C'est la faute du 7 octobre. C'est pas la faute du soldat. Mais quand même, il y a un soldat à nous qui a fait une erreur. Et c'est très dur pour moi. Mais je comprends qu'il n'y a pas de guerre sans faute, sans faille. Sans faute. Ça fait 6 mois, bientôt 6 mois, qu'il est parti. Comment toi tu le sens? Je me sens très triste. C'est très dur d'être sans mari, que mes filles ils sont sans père. Il était un merveilleux papa pour les filles. La grande, elle est venue après 7 ans de mariage. Il était tellement heureux. Après, Lia, elle est venue 1 an et 8 mois après. Et il avait tout dans la vie, on avait tout dans la vie. Il avait un bon travail, il était très très intelligent. Il travaillait à la Banque Mizrahi, il était économiste de Nadlan. D'immobilier. D'immobilier. Il lisait beaucoup, il était vraiment vraiment très très intelligent. Et tout s'est arrêté pour le pays, en 1 seconde. Je suis seule sans mari, mes filles sont sans père. Je dois tout faire toute seule. C'est très dur. C'est grâce à l'association des veuves et des orphelins de Tsahal qu'on s'est connus. Qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Comment ils sont? Alors, d'abord, ils sont très importants dans notre vie, les veuves de Tsahal. C'est très important qu'on a un... Tu dis les veuves parce que c'est quoi? C'est comme un remède? Oui, mais c'est comme un remède? C'est-à-dire que vous parlez entre veuves et... Oui, on est copines. On est vraiment copines. On se parle, on se voit, on sort dans des cafés, on se parle la nuit dans les petites heures quand on peut pas s'endormir, quand c'est très très dur, tu peux pas respirer à force que... Alors on se parle beaucoup. C'est très important qu'on est ensemble. C'est plus qu'un médicament. Oui, c'est très fort. On est très fortes ensemble. C'est très très important qu'il y a ça. Et l'association des veuves et d'orphelins de Tsahal, ils sont très très importants dans notre vie. Ils font 4 fois par an des colonies de vacances pour les orphelins de Tsahal à Sukkot, à Pessah, au mois d'août et à Hanouka. C'est très très... Moi, mes enfants sont petits, mais j'entends des veuves qui ont des enfants plus grands, que c'est très très important pour eux, qui sont ensemble,
qui peuvent être avec des enfants qui sont tout à fait pareils. Ils se sentent pas ils se sentent pas différents. Ils se sentent à la maison et à l'aise. Juste avant de commencer cette interview, malheureusement, on a eu une mauvaise nouvelle d'un soldat qui a été tué par un drone depuis à la frontière avec le Liban. C'était un voisin à toi que tu connaissais. Est-ce que tu es plus préparé aujourd'hui que tu n'étais avant à affronter ce genre d'informations, et est-ce que tu donnes de ta personne? Est-ce que tu vas les voir? Est-ce que tu leur parles? D'abord, depuis quelques mois que je vais dans des shivas des soldats. Et spécialement s'il y a une veuve, s'il était marié, il y a une veuve dans l'histoire, parce que je sais que c'est très important quand quelqu'un qui est dans le même milieu, il vient te voir et tu vois que tu peux sourire, tu peux venir, tu peux sortir de la maison et tu peux avoir les forces, et je pense que c'est très important pour eux. Et là, cette histoire, d'abord c'est très triste. C'était un homme très grand, qui a fait beaucoup pour Tour Adassa. Et je sens que j'ai une nouvelle mission, d'abord d'être avec les veuves, les nouvelles veuves, de leur partager de ce que je peux leur donner. Je suis après 6 mois et que je connais un peu la vie seule et la nouvelle vie. Je terminerai par une anecdote personnelle. Ma fille a bientôt 18 ans et elle m'a dit, on s'est vu et je lui ai dit, je vais faire telle interview. Et elle m'a posé la question avec qui. Et lorsque je lui ai dit avec qui, elle a eu les larmes aux yeux parce qu'elle m'a dit on n'a pas le droit d'être veuve à cet âge-là, si tôt. Qu'est-ce que tu leur dis à cette jeune génération de jeunes filles? D'abord, elle a raison, votre fille, parce que c'est vraiment pas normal. Il y a des veuves de 22 ans, 23 ans, moi j'ai 32 ans. Mais ce pays, il n'est pas normal dans le bien et dans le mal. Ça veut dire dans le mal qu'il y a tellement de guerres et tellement de veuves et tellement d'orphelins. Et dans le bien qu'on est un pays très très spécial. Il n'y a pas un pays au monde qui a cette troucha que toi, Israël, il est avec toi. Ce sentiment d'unité. Voilà, qu'un truc comme ça, il se passe. Il y avait des milliers à l'enterrement d'Ouriel, des milliers. Mon portable, il n'arrête pas de sonner depuis le 19 décembre. Et les gens, ils sont avec moi. C'est un truc incroyable. Alors, c'est vrai que c'est incroyable. Je suis veuve à 32 ans. Mais c'est aussi incroyable, ce pays. C'est un truc très, très spécial. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? D'essayer d'avoir une bonne vie. Un peu sourire et un peu courir, il nous donne des forces. Merci Hana. Merci. Voilà, c'est en ces mots peut-être d'espoir qu'on se quitte, et je vous souhaite bien évidemment une très bonne soirée avec de meilleures nouvelles. Shani Guidalia, qui est juste à côté de moi, me disait justement, vous répondiez à la place de Hana, vous dites du courage, effectivement, et il en faut pour toute une génération. Des mères, des pères, des sœurs et des frères. Très bonne soirée sur i24 News.